Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, immigration, y a-t-il un consensus à droite ? Le projet de loi Asile et Immigration présenté par Gérard Collomb était débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. Trop dur pour certains, trop laxiste pour d'autres. Il fait beaucoup de mécontents. Heureusement pour le président de la République, les troupes en marche suffiront à remporter les votes sur le texte. Pour autant, c'est à une autre initiative sur l'immigration que nous allons nous intéresser, celle du député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, et du sénateur Jean-Louis Masson, le référendum d'initiative partagée. Le but ? Consulter directement les Français sur la politique migratoire à adopter pour le pays. Pendant ce temps-là, elle ressurgit, elle est de nouveau dans toutes les bouches. Elle, eh bien, c'est l'union des droites. Et si l'immigration était enfin le sujet qui permettait de faire consensus dans les rangs droitiers? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard, merci d'être avec nous. Bonjour Élise Blaise, merci. Alors, pour vous présenter, vous êtes politologue, vous êtes également maître de conférence à l'ICES. Vous avez également écrit un livre bien connu sur TV Liberté, La guerre des droites aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir, je crois, c'était le sous-titre. Alors Guillaume Bernard, on l'a dit cette semaine, à l'Assemblée nationale, on débattait le projet de loi immigration de Gérard Collomb. On a l'impression que ce projet de loi reprend bien la stratégie d'Emmanuel Macron. Il souffle le chaud et le froid toujours en même temps. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron, évidemment. C'est-à-dire que c'est de l'entre-deux. Ça permet de faire croire, je dirais, à l'électorat de droite que, eh bien, il y a une réaction, et en même temps, ça permet, je dirais, de calmer la contestation de gauche en disant que c'est quelque chose d'humaniste. Le problème, c'est que lorsqu'on est confronté à une triple insécurité, une insécurité matérielle et physique, l'insécurité de la criminalité, de la délinquance, une insécurité économique et sociale, le chômage, le surtravail, etc. Et puis une insécurité culturelle, le multiculturalisme, on ne peut pas faire de l'entre-deux. Sur un sujet comme l'immigration, qui est un sujet prégnant, qui est un sujet essentiel, notamment pour des raisons démographiques, il est certain qu'il faut trancher dans le vif, et ce n'est absolument pas ce que fait Emmanuel Macron et son gouvernement. Alors on a vu justement cette stratégie du en même temps ne fonctionnait pas pour tout le monde. Justement, Nicolas Dupont-Aignan et le sénateur Jean-Louis Masson de Lorraine ont lancé donc cette idée d'un référendum d'initiative populaire partagée. C'est prévu par l'article 11 de la Constitution. Il me semble le but, c'est donc de provoquer un référendum précisément sur l'immigration avec une proposition de loi qui reprend plusieurs mesures. On le verra. Alors pour l'obtenir, il faut préciser qu'il faut avoir 1/5 des signatures des parlementaires, c'est-à-dire les députés plus les sénateurs, donc ça fait 185. C'est pas inatteignable, mais c'est pas forcément évident quand même. Non, c'est pas évident parce que en plus, il faut quand même le préciser, il faut ensuite une pétition de citoyens français qui est importante, mais sur un tel sujet qui rassemble beaucoup de Français pour, je dirais, remettre en cause l'immigration et le multiculturalisme, il est certain que ça n'est pas inatteignable, en particulier dans l'opinion publique. Et donc on va voir évidemment, en fonction de la réaction des parlementaires, des caciques des partis politiques, s'ils suivent leur base, s'ils suivent l'opinion publique, ou si les jeux d'appareil continuent à fonctionner à plein. Alors pour commencer, Guillaume Bernard, je vous propose d'écouter les deux parlementaires à l'origine de cette initiative, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Louis Masson. Imaginez qu'on ait ces 185 signatures. Pour la première fois en France, le ministère de l'Intérieur serait obligé de lancer le référendum d'initiative partagée populaire qui est dans la Constitution. Cela veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui serait obligé d'écrire à chaque Français pour avoir les 4 600 000 signatures. Et ensuite, on aurait sur la place publique un débat référendaire sur l'immigration. Mais je ne sais pas si vous réalisez l'exploit que ce serait. Nous sommes persuadés que la majorité des Français souhaitent une réduction de l'immigration, que la majorité des Français en ont marre des problèmes que pose l'immigration, du coût pour la nation de l'immigration, et que la majorité des Français souhaitent qu'on dise stop. Et donc, pour savoir, quand on est démocrate, on doit accepter la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est le référendum. Et si on fait un référendum, nous sommes sûrs que tous ces soi-disant bien-pensants, toutes ces personnes qui donnent des leçons à tout le monde et qui sont toujours en train de se plaindre, de dire tiens, on peut encore en prendre un peu plus, pourquoi ne pas accepter telle ou telle catégorie, eh bien, ces gens-là seront massivement mis en minorité par le peuple. En 2 jours, on a fait plus pour l'union des droites
ou l'Union des Patriotes qu'en 6 mois, Debout la France, le Front National, les indépendants n'ont pas assez de députés, sénateurs. Parce que cela permettrait de dire aux Français, est-ce que vous voulez contrôler les frontières et suspendre Schengen? Est-ce que vous voulez avoir des quotas d'immigration au lieu d'avoir une immigration subie? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place le délai de carence pour les prestations sociales, c'est-à-dire 5 ans de travail avant de donner une prestation sociale? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un centre de rétention pour tous les demandeurs d'asile pour pouvoir expulser ceux qui ne bénéficient pas de l'asile? Et enfin, est-ce que vous êtes d'accord pour que les délinquants étrangers soient expulsés de France après leur peine? Sur ces 5 points, je suis convaincu qu'allez, entre 80 et 90% des Français sont d'accord. Simplement, qui bloque? C'est là. C'est cette classe politique qui veut faire taire le débat. C'est tout à fait le moyen de faire l'union des droites, mais je dirais l'union des droites honnêtes, pas l'union des droites qui tiennent un double langage. Et donc, on va pouvoir faire le tri, les électeurs pourront faire le tri entre ceux qui tiennent un double langage, qui se moquent des citoyens, qui se moquent des élections, parce qu'ils disent blanc avant les élections, ils font noir quand ils sont élus. Je demande aux parlementaires républicains de joindre maintenant la signature à la parole, d'être cohérents, c'est-à-dire de soutenir la proposition de loi de Jean-Louis Masson et de moi-même. Et puis, il y a à peu près, j'ai calculé, 260 députés, sénateurs, républicains, Debout la France, indépendants, Front National. Si on n'arrive pas à avoir 185 signatures, c'est qu'alors à ce moment-là, il y a de la mauvaise volonté. On est à un moment stratégique. Les Républicains doivent dire ce qu'ils veulent faire. Si les Républicains ne soutiennent pas notre projet de référendum, il n'y aura pas de référendum. Les Français ne pourront pas s'exprimer. Et par contre, tous les Français sauront exactement quelle est la responsabilité des Républicains dans les flux d'immigration. Alors on l'a compris, Guillaume Bernard, cette initiative va permettre essentiellement 2 choses. La première, c'est de sonder les Républicains, mais aussi de sonder potentiellement les Français. Donc tout à l'heure, on ne l'a pas précisé, c'est 5,6 millions de signatures qu'il faudra pour... 4,6 millions, c'est un dixième du corps électoral. Donc c'est 4,6 millions de signatures, ce qui est beaucoup, mais qui sur un sujet comme celui-là est envisageable. C'est-à-dire que ce qui a été dit là dans votre reportage est parfaitement exact. C'est-à-dire qu'il y a quelques sujets comme cela sur lesquels il y a incontestablement, je dirais, un mouvement de l'opinion, une majorité de Français qui sont favorables à des mesures fermes sur les questions de l'immigration. Vous savez, lorsque des mesures de droite sont présentées en aveugle à l'opinion publique, c'est-à-dire sans qu'elles soient étiquetées d'un parti politique, elles sont majoritaires. Et malheureusement, dès qu'elles sont étiquetées d'un parti politique, elles deviennent minoritaires. Donc là, on est typiquement en face d'un enjeu où il peut y avoir une majorité écrasante de Français en faveur des mesures qui sont proposées. Et par conséquent, effectivement, s'il y a un refus de la part des parlementaires des différentes structures partisanes existantes à se joindre à cela, ce serait le signe qu'il y aurait, et c'est ce que j'ai notamment évoqué dans la guerre à droite aura bien lieu, eh bien une distorsion entre la droite d'en haut et la droite d'en bas, entre ceux qui ne sont que à droite et ceux qui sont véritablement de droite. Alors, ce que je vous propose, Guillaume Bernard, c'est de regarder un petit micro-trottoir, comme on fait quasiment toutes les semaines à Paris, parce que forcément, TV Liberté est à côté de Paris. Et on leur a demandé justement à ces gens s'ils souhaitaient voir réduite l'immigration. Ni l'augmenter, ni la diminuer. Enfin bon, il faudrait trouver une solution, surtout pour que les gens ne se déplacent pas. Ben, ça dépend. Il y a l'immigration positive, il y a l'immigration négative. Positif, il faut la garder, et négatif, il faut la mettre à la porte, tout simplement. Il ne s'agit pas d'immigration, il s'agit de réfugiés, ou il s'agit de réfugiés économiques ou de réfugiés politiques. Par conséquent, la notion de quota n'a aucun sens, à moins de faire régner l'ordre dans le monde. Ça dépend de quel genre d'immigration qu'on a. Si ce sont des musulmans intégristes, non, ça j'en veux pas. Après, ça dépend de quel genre de personnes que c'est. Si ce sont des personnes qui respectent la République française avec ses lois, il n'y a aucun souci. J'ai pas de problème avec l'immigration en Bretagne. Voilà. Bon, peut-être sur Paris c'est différent, mais... Oh, diminuer, oui, quand même, oui. Sans sauter au plafond, mais enfin, il vaut mieux. Pourquoi ? Bah, quand même, comme disait Machin, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'éducation nationale est tout à fait incapable de faire son travail d'intégration et qu'à partir de là, évidemment, rien ne peut marcher correctement et que la société est forcément très divisée. Je pense qu'il y a du racisme, sûrement,
mais peut-être que c'est pas... disons qu'il n'est pas forcément du côté des gens qui reçoivent. Il y en a certains qui peut-être ne cherchent plus à vouloir à s'assimiler, ils sont dans un esprit communautaire intégriste, pareil, religieux, là on en a eu les exemples. Là ceux-là, non, ils ne veulent pas s'intégrer, je pense qu'ils veulent... Au contraire, ils font du prosélytisme à l'encontre de la République française, je pense. Après, moi, ma femme est kabyle, donc il n'y a aucun souci d'intégration par rapport à ça. Ça dépend des cas particuliers, il n'y a pas une loi générale pour tout le monde. Il y en a qui sont intégrés, il y en a d'autres qui sont rentrés par la petite porte. Ce débat, il me passe à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'éducation de nos enfants, c'est l'augmentation des SMIC et tout ça. Donc, non, je trouve que c'est un faux débat, en fait, l'immigration. Ça nous pollue notre vie. Le chômage, c'est prioritaire. Bon, vous me direz que l'immigration et le chômage, ça se tient. Ce qu'il faut, c'est donner du travail à tout le monde. Il y a plein de jeunes qui cherchent du boulot. Je pense qu'il faut changer notre économie. Déjà, il faut s'occuper, en fait, de ce qu'on a ici comme chômeurs et tout. Il faut trouver de l'emploi pour eux, les mettre, en fait, dans la vie active. C'est très important pour la population française. Et après, si éventuellement on a besoin d'immigration, à ce moment-là, on fait comme les Anglais. Quand ils ont besoin, ils ramènent. Quand ils ont besoin, ils arrêtent l'immigration. C'est des quotas. Bon, je crois qu'il y a quand même une observation à faire, c'est que tous ceux qui osent dire, entre guillemets, qui sont plutôt opposés à l'immigration, ou du moins qui veulent la réduire, c'est les Français d'origine étrangère ou les étrangers. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, eux, pris, je dirais, par le syndrome de l'accusation de racisme. Et donc, par conséquent, effectivement, ils ont peut-être une parole plus libre. Tout de même une chose, c'est très partagé ce qui a été dit. Et c'est quand même devenu un sujet, à part une de vos personnes interviewées qui considère que ça n'existe pas parce qu'en fait elle n'est pas concernée. C'est-à-dire que grosso modo, elle a une vision individualiste des choses et le bien commun du pays, ça ne l'intéresse pas. Bon, hormis, je dirais, ce genre de personnes, le sujet de l'immigration est quand même devenu un vrai sujet. Je vous rappelle quand même que dans les années 80 et même 90, c'était un non-sujet. Aujourd'hui, il y a une division d'une partie de l'opinion publique, mais c'est devenu un véritable sujet. C'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire le fait que les thèmes de la droite redeviennent, je dirais, des thèmes fondamentaux de la vie politique. Et puis, il y a aussi une autre enquête d'opinion qui doit être indiquée, qui est sortie très récemment et qui est fondamentale. Nous avons désormais une majorité de Français, 54% des Français, si je ne m'abuse, qui sont favorables, non pas simplement à ce que l'immigration soit stoppée, mais qu'il y ait une réémigration d'une partie des personnes qui y sont présentes. La question de l'insécurité culturelle, la question, je dirais, du délitement du lien social en raison du multiculturalisme et parfois même du communautarisme, c'est une vraie question et il y a, je le répète, un thème là qui, je dirais, va bien au-delà du peuple de droite qui est très majoritairement favorable à des mesures strictes sur l'immigration. Il y a véritablement un thème qui fait, je dirais, communion dans le pays. Disons que votre micro-trottoir n'était que des quelques illustrations, mais n'est peut-être pas évidemment totalement représentatif de l'opinion publique. Mais est-ce qu'il n'est pas tout simplement pas représentatif parce que les gens n'osent pas l'affirmer, tout simplement? Oui. Ce qui ne se reproduirait pas dans un référendum à bulletin secret, évidemment. Sans doute. À visage découvert, un certain nombre de personnes n'osent peut-être pas prendre position. Vous disiez et dire tout à l'heure qu'en 1980, c'était pas encore un sujet, l'immigration, mais on a le sentiment qu'en 1980, la parole était beaucoup plus libre sur ce sujet. Et les dirigeants de droite, je pense plus tard à Jacques Chirac, qui était au RPR, qui était donc pas du tout au Front National, avait des propos extrêmement durs sur l'immigration, et personne ne semblait s'en offusquer, du moins pas tant que ce serait le cas aujourd'hui si quelqu'un tenait les mêmes propos. Alors je vous rappelle quand même que lorsque un certain nombre de propos, de dérapages, dirions-nous, notamment ceux de Jacques Chirac, ont eu lieu, c'est parce qu'il y avait la progression du Front National et qu'il fallait essayer, évidemment, d'empêcher, je dirais, l'électorat de droite d'être siphonné par le Front National. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas nécessairement, je dirais, des convictions profondes de la part d'un certain nombre d'hommes politiques, mais plutôt de la stratégie électorale. Et d'ailleurs, avec le référendum d'initiative partagée. Mais si c'est une stratégie électorale, c'est que c'est un sujet, précisément.
c'est que c'était en passe de devenir un sujet, mais il était encore illégitime, je dirais, de prendre position contre. Il n'y avait que le Front National qui véritablement prenait des positions fermes contre ce sujet, contre l'immigration, et aujourd'hui, ça s'est quand même répandu très largement dans l'opinion publique. Alors justement, on a toujours, on va dire, cette grande idée que l'immigration est le terrain de choix du Front National. Aujourd'hui, comment la droite parlementaire se positionne-t-elle face à ce sujet? Parce que là, on a vu que Laurent Wauquiez était plutôt favorable aussi à un référendum. Est-ce que c'est si clair que ça? Est-ce que c'est monolithique, encore une fois? Non, je crois que le véritable enjeu, il est dans l'opposition, ou disons dans la dichotomie, la distorsion qui peut avoir lieu entre surtout la droite d'en haut et la droite d'en bas. Entre ceux qui affirment, je dirais, des positions véritablement de droite, et en particulier des élus locaux, mais qui ne sont malheureusement pas concernés par cette collecte de signatures, et puis, je dirais, les caciques des partis politiques, la direction des partis politiques. Les directions parisiennes, très parisiennes des partis politiques, sont, je dirais, dans une ignorance de ce qu'est la France périphérique. Et donc, par conséquent, ils font le grand écart idéologique, ils essayent, je dirais, d'essayer de maintenir, les différentes strates électorales, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont, avec un discours qui, certes, en lançant quelques mots, va pouvoir capter différents électorats, et qu'on ne se rendra pas compte, je dirais, de la distorsion, de l'incohérence de leur discours. C'est ça l'enjeu, c'est ça la difficulté, c'est le fait qu'il y a une base des partis politiques de droite qui est incontestablement, qui se réunit sur une plateforme commune, et notamment sur le thème de l'immigration et de la défense de l'identité, et puis il y a des directions parisiennes qui, elles, sont, je dirais, un peu autistes et un peu en dehors des réalités. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ce thème revient systématiquement en période électorale. Donc, vous évoquiez tout à l'heure Jacques Chirac il y a plusieurs années, plusieurs décennies même. On pense évidemment aussi à Nicolas Sarkozy en 2007 avec la fameuse ligne Buisson, où il a eu un discours très très ferme à l'égard de l'immigration, avec les suites d'ailleurs qu'on lui connaît pendant le quinquennat. Alors, le cas de Nicolas Sarkozy est extrêmement intéressant parce qu'il est le premier homme politique de droite à s'être revendiqué de la droite pour être élu président de la République. Je ne suis pas en train de vous dire que Charles de Gaulle était un gauchiste, mais simplement, de Gaulle, c'est de Gaulle, Pompidou, etc. Bon, donc par conséquent, Sarkozy... transpartisan, presque. Et puis surtout, je dirais, c'était pas la revendication d'une étiquette politique qui, jusqu'à, je dirais, les années 90, jusqu'à la chute du mur de Berlin, était une étiquette infamante. Il fallait être de gauche parce qu'on était progressiste, ouvert, etc. À partir de Nicolas Sarkozy, il y a un retour en force de la revendication des idées politiques de droite. Que l'on soit ensuite déçu de la manière dont Sarkozy est gouverné, c'est une autre affaire. Mais le fait est que du point de vue électoral, 2007 est une situation extrêmement importante parce que, en s'affichant de droite, il siphonne une partie de l'électorat du Front National, de la même manière que Mitterrand avait siphonné une partie de l'électorat du PC. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'électeur du PC ou l'électeur du Front National, ils avaient la possibilité qu'une partie seulement, mais une partie quand même de leurs idées arrive au pouvoir. Et c'est ça la grande différence entre 2007 et 2018. Laurent Wauquiez s'imagine qu'en refaisant une ligne Buisson, il va pouvoir siphonner l'électorat du Front National, mais l'électeur du Front National, il ne voit pas Laurent Wauquiez être capable d'arriver au pouvoir. Et donc par conséquent, les circonstances ont changé. Il y a la présence d'Emmanuel Macron sur le spectre politique qui occupe le centre droit et le centre gauche, qui fait la réunification idéologique du libéralisme, et qui fait que, il n'y a pas de dynamique dans la ligne Buisson utilisée par Wauquiez, alors qu'elle était possible en 2007. Ça, c'est la très grande différence. Et disons que la distorsion entre la droite d'en haut, la droite d'en bas, entre les caciques parisiens et les élus de province, elle se voit véritablement maintenant, et elle peut donner, je dirais, disons qu'elle est symptomatique, je dirais, de la crise que vivent les partis politiques. Pour autant, on voit bien que c'est la partition que Laurent Wauquiez choisit de jouer, du moins pour le moment. Il réunissait cette semaine une convention justement consacrée à l'immigration. L'intitulé était très clair, c'était « Comment réduire l'immigration ?» On va regarder un extrait. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse. Ni plus, ni moins, sortir la France de l'immigration de masse. Je veux qu'il puisse y avoir un référendum pour que ce soit les Français qui décident. Ce n'est pas aux passeurs, ce n'est pas aux juges de décider qui entre en France. C'est aux Français de le décider.
Bon, alors là, évidemment, on se dit, dans la perspective de la fameuse union des droites, c'est bon, on le tient. Laurent Wauquiez veut un référendum, Marine Le Pen n'est pas opposée au référendum, Nicolas Dupont-Aignan demande un référendum avec une initiative de référendum partagé. Tout va bien, on va l'avoir, cette union des droites. Écoutez, il est certain que ce thème-là est un des thèmes, ça a d'ailleurs été dit dans un texte auquel j'ai contribué récemment, c'est un des thèmes qui incontestablement, je dirais, unifie les électorats, les bases et les élus locaux. Et je crois que du comportement que vont avoir les parlementaires LR, eh bien, va dépendre effectivement, je dirais, de la crédibilité de ce parti. Mais attention, ce n'est pas parce que les parlementaires LR risquent de ne pas suivre leur base qu'il faut jeter tout l'appareil et tout, ou plutôt, je disais qu'il faut jeter toute cette famille politique-là. Il ne faut pas, je dirais, confondre les caciques nationaux avec les élus locaux. Alors, le 27 mars dernier, on va en parler quand même, Guillaume Bernard, vous avez fait une conférence à Angers, donc je crois que vous êtes de la région, il me semble. Pas très loin, je suis plutôt en Vendée, mais enfin, on était en pas voisin. Trop loin. Voilà. La conférence s'appelait évidemment l'Union des droites est-elle possible? Oui. Vaste sujet. Il y avait Robert Ménard, Emmanuel Ménard, maire de Béziers et député de l'Hérault, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, Karim Ouchik, le président du Ciel, et le Front National, Pascal Gana. Donc vous aviez et Marie-France Leroux, qui est députée du Vaucluse. Qui a remplacé Jean-Jacques Bompard. Ils étaient là présents, et puis par vidéo, parce qu'ils malheureusement ne pouvaient pas être présents physiquement, il y avait Thierry Mariani, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Ancien ministre des Transports et puis ancien député des Français de l'étranger pour Absolument. Les Républicains. Qu'est-ce qui est sorti de cette grande réunion à Angers, Guillaume Bernard? Il est sorti que si l'on sort des jeux d'appareils, il est possible de déterminer une plateforme commune qui permette de réunir les différents courants politiques qui se situent véritablement à droite, mais qui sont véritablement de droite. C'est une initiative qui n'est pas venue d'un parti politique, c'est le Cercle Anjou Conférence qui a initié cela. Donc ça n'était pas la volonté d'essayer de demander des ralliements à une structure partisane, c'est véritablement la société civile, une dynamique qui vient du tissu social, des milieux associatifs, des élus locaux, et qui cherche véritablement à essayer de dégager les moyens de faire naître un mouvement politique, non pas en tant que structure partisane, non pas en tant que parti politique, mais un mouvement politique de fond, une lame de fond qui puisse s'exprimer, je dirais, en défendant une plateforme commune. C'est-à-dire que ce n'est pas une union des structures partisanes. Ce qui est ressorti de la discussion et du débat, c'est que l'on peut envisager une unité de la droite sur la base d'une plateforme commune, avec 5 points principaux que je vous égrène en quelques mots: l'identité, l'autorité, la souveraineté, les libertés des différents corps sociaux, et puis la conservation, je dirais, d'une certaine manière de vivre, et notamment en matière de mœurs et de bioéthique. Donc voilà, c'est vraiment la société civile, l'initiative locale, des personnes qui, au niveau local, se connaissent, sont capables de travailler ensemble, se respectent pour, je dirais, faire émerger une force politique au-delà des différentes structures partisanes. Et parce qu'on le sait bien, des alliances entre partis tels qu'ils existent aujourd'hui n'auront vraisemblablement pas lieu. Donc si je devais traduire ce que vous m'avez expliqué, finalement c'est un peu la plateforme des amoureux de la France, lancée par Nicolas Dupont-Aignan, mais avec la société civile au cœur de cette initiative. Alors, tout ce qui contribue au décloisonnement, à la recomposition, et notamment les amoureux de la France, est parfaitement, je dirais, souhaitable et recommandable. La différence, si vous voulez, c'est que les amoureux de la France, c'est une initiative, je dirais, des directions parisiennes et des structures partisanes. L'appel d'Angers qui est issu de cette réunion, c'est plutôt la base. Les militants, les associations, les élus locaux qui, je dirais, cherchent à se réorganiser pour la défense du bien commun concret, pour illustrer le bien commun concret qu'ils sont susceptibles, je dirais, de pouvoir défendre et de pouvoir illustrer. Voilà, c'est l'unité de la droite sur une plateforme commune plus que les unions, je dirais, entre organisations partisanes telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors, je comprends bien votre idée, c'est la convergence des élus locaux, des électeurs, oui. Mais pour autant, ils sont souvent, ces élus locaux sont souvent soumis à des cadres, à des apparatchiks du parti, qui font la loi, en principe, dans les grands partis tels que le Front National ou les Républicains. Ouais. Je crois savoir d'ailleurs que certaines apparitions dans votre conférence ont plus ou moins posé problème parfois. Est-ce que finalement, c'est pas voué systématiquement à l'échec parce que ces élus ne peuvent pas faire sans les partis? Qui ne tentent rien à rien.
Vous comprenez bien qu'évidemment, si on se dit que c'est perdu d'avance, eh bien ça ne sert à rien de le faire. Je crois que très sincèrement, il y a une lame de fond, il y a une dynamique, il y a un rejet des diktats parisiens. J'aurais presque envie de vous dire, c'est un peu la France périphérique contre Paris. C'est la province contre la capitale. Il y a véritablement une volonté, et ça a été dit lors de cette réunion, une volonté, je dirais, de mettre en exergue le fait que parfois on se sent plus proche de quelqu'un, d'un autre parti politique que de personnes de son propre parti politique. Et que donc c'est sur la base de valeurs communes, sur la base d'un programme commun, d'une plateforme commune, pour ne pas réutiliser le terme de Mitterrand, d'une plateforme commune, que cette unité de la droite, elle peut se faire pour créer cette dynamique. Je crois que l'inconvénient, si vous voulez, des partis politiques, c'est que, dans le fond, ils font la guéguerre entre eux. On sait bien que, malheureusement, lors des européennes, chacun va essayer, je dirais, d'être présent pour essayer d'être devant les autres, pour essayer de se servir des européennes comme d'une primaire de la droite, en disant « parce que j'ai gagné » ou « parce que je suis devant vous, je suis donc le candidat le plus légitime pour 2022, ce qui entre nous est ridicule parce que les européennes c'est 3 ans avant la présidentielle et les européennes c'est 40% de participation, la présidentielle c'est 80% de participation. Oui, et puis sans compter que c'est encore une histoire de parti pour choisir quelles sont les places dans les listes. Et donc par conséquent, effectivement, bien entendu, tous ceux qui signent l'appel d'Angers, non seulement les présents à Angers, mais bien d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis et qui continuent à nous rejoindre dans le cadre, je dirais, de la présence de cet appel sur Internet. Vous pouvez trouver et signer, je dirais, cet appel, soutenir cet appel. Toutes les personnes qui le signent, naturellement, sont parfaitement libres, je dirais, de prendre position lors des européennes ou des prochains scrutins. Mais il y a quand même, je dirais, véritablement une dynamique, une lame de fond, non pas contre les appareils, mais au moins au-delà des appareils. De se passer, je dirais, dans le fond, des diktats parisiens, c'est quelque chose de très réel. Et je dirais qu'il y a de la part de ces élus locaux qui rejoignent cette dynamique un vrai courage, parce que bien sûr, ils risquent de ne plus se voir donner l'investiture lors des prochaines élections. Ça me paraît beaucoup plus courageux, presque que, je dirais, la présence de personnalités qui, elles, pourraient se passer plus facilement de ces investitures. Alors justement, ces désaccords au sein des partis, on va pouvoir avoir une illustration. J'ai joint Julien Aubert, qui est député de Vaucluse pour les Républicains, et je lui ai demandé si finalement il pensait que les députés Les Républicains devaient soutenir Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Louis Masson dans leur initiative de référendum. Voilà ce qu'il me répond. Même au sein des Républicains, il peut y avoir des divergences de vues, si vous voulez, sur un tel sujet. La proposition de Nicolas Dupont-Aignan est intéressante sur le principe, mais comme vous le savez, les référendums d'initiative populaire ne sont pas véritablement mis en place dans notre Constitution. C'est-à-dire qu'on en a voté le principe, mais il n'y en a jamais eu, et pour la simple et bonne raison que les exécutifs qui se sont succédés n'étaient pas très allants pour organiser de tels référendums. D'autant qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, de cette proposition pour faire passer les nôtres, puisque la proposition de Laurent Wauquiez est très claire. Nous souhaitons un référendum et nous souhaitons qu'il soit endossé par le président de la République. Et puis ensuite, si Nicolas Dupont-Aignan a besoin des Républicains pour exister, si vous voulez porter ses idées, le plus simple serait de demander son rattachement au groupe des Républicains. Et vous ne pouvez pas exprimer votre singularité, votre différenciation en refusant, je dirais, de vous inclure dans ce parti et en même temps lui demander de l'aide pour vos propositions. Bon, là encore, c'est pas gagné, visiblement. On n'y est pas. Les jeux d'appareil. Alors là, c'est typique des jeux d'appareil où c'est l'intérêt du parti qui prime sur le bien de la patrie. C'est parfaitement lamentable. On sait très bien que Julien Aubert partage les positions qui ont été proposées sur la lutte contre l'immigration, le multiculturalisme, etc. Dans son tréfonds, il les partage et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a obtenu, je dirais, le vote de ses électeurs en grande partie. Et pourtant là, il joue le jeu des appareils politiques. Je crois qu'il va peut-être falloir qu'effectivement les Français se prennent en main pour, je dirais, substituer une nouvelle offre politique, mettre en place une nouvelle offre politique
je dirais, en remplacement de cette offre qui est défaillante à l'évidence. Jouer le jeu du parti politique contre l'intérêt de la France, qui est de se prémunir contre une immigration de peuplement, c'est parfaitement lamentable. Et comment on fait pour se passer des partis, Guillaume Bernard? Parce que finalement, je comprends bien votre idée. Les partis, finalement, jouent leur propre gamme. Ils la jouent en solo, mais en même temps, les partis, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui peuvent avoir les investitures, c'est également eux qui reçoivent tout simplement des subventions de l'État. Donc, comment on fait? Peut-être ne devrait-il pas en recevoir. Alors, c'est une autre question. Oui. Mais comment on peut faire aujourd'hui? Puisque moi, je veux bien tout, mais ce que je vois, c'est que finalement, il y a plein d'initiatives, il y a plein de gens de bonne volonté. Ces gens de bonne volonté, quand ils sont en position éligible, déjà, ils sont souvent de moins bonne volonté à l'égard des initiatives indépendantes. Donc finalement, comment on fait dans tout ça? Ce que nous constatons, c'est que nous avons malheureusement une histoire politique qui fait que la combinaison, les alliances entre les actuels partis politiques qui se situent sur la droite du spectre politique et qui est indispensable pour créer une dynamique pour repousser Macron à gauche et reprendre le pouvoir, ces alliances entre partis politiques ne verront vraisemblablement pas le jour. Il faudrait un bouleversement, je dirais, psychologique pour qu'elles puissent naître. Et donc, par conséquent, si l'on reste dans l'actuelle situation avec les actuelles structures politiques, eh bien, on va au-devant d'un Macron qui va rester au pouvoir pendant des années et pendant plusieurs mandats. Et par conséquent, il est nécessaire que, puisqu'il y a une réalité du peuple de droite qui partage un certain nombre de valeurs, eh bien, que cette réalité sociologique, eh bien, elle se traduise du point de vue d'une organisation. Donc, ce n'est pas le fait de dire qu'il faut se passer des partis politiques en eux-mêmes, c'est le fait qu'il faut créer les conditions pour que se recompose la vie politique avec une nouvelle mouvance politique qui pourra un jour se traduire par un parti. Mais vous comprenez bien que s'il s'agit de créer un nouveau parti, c'est justement rajouter une structure aux structures actuelles. Bien sûr. Si l'appel d'Angers correspond à une réalité du tissu social, ce que je crois, eh bien, cette dynamique donnera naissance à quelque chose. Si ça ne correspond pas à la réalité du tissu social, ça n'aboutira pas à la naissance d'un mouvement. Mais il est certain que aujourd'hui, les partis politiques se font la guéguerre. Ils veulent se siphonner les uns les autres. Ils cherchent à être, dans le fond, plus puissants que l'autre. Mais ils ne créent pas de dynamique pour repousser Macron à gauche et pour remporter les prochaines élections nationales. Et c'est cela que l'appel d'Angers, d'une certaine manière, met en exergue. Il y a la possibilité de développer une force politique, une dynamique à partir du terrain, à partir de la base. C'est le principe de subsidiarité. Et alors souvent on me dit, mais alors, quel est le chef ? Mais le chef, il émergera si ce courant a une force réelle dans l'opinion publique. J'ai coutume de dire, vous savez, pour que Jeanne d'Arc puisse intervenir à Orléans, eh bien, il faut qu'il y ait d'abord des résistants à Orléans résistants aux Anglais pour que Jeanne d'Arc puisse venir et lever le siège. Et donc, par conséquent, il faut d'abord que les Français s'organisent, que les Français de bonne volonté s'organisent pour qu'ensuite il puisse y avoir l'émergence d'un parti politique. Il est certain que les actuelles structures, aujourd'hui, ont une logique de boutique et donc une logique mortifère et pas au bénéfice du bien commun de la France. Il n'y a qu'à voir la réaction que vous venez d'indiquer. On a un député qui incontestablement partage les valeurs qui sont proposées par un autre député, mais parce qu'ils n'appartiennent pas à la même structure, ils ne peuvent pas se rejoindre pour pouvoir lutter ensemble contre l'immigration de peuplement et le multiculturalisme. C'est parfaitement contre-productif. Alors, j'ai bien compris votre propos. On a bien, disons, tordu le cou au parti. Est-ce que finalement, tous les acteurs de la métapolitique, j'allais dire, de la politique dans l'ombre, de toutes ces initiatives de la société civile, ne manquent pas tout simplement aussi de pédagogie? Là, vous m'avez rappelé les points essentiels qui sont émergés de l'appel d'Angers. C'est encore une fois intellectualisé. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas la démonstration que si on doit faire l'union des droites, là, je ne l'entends pas par les partis, eh bien voilà, l'immigration, un sujet qui est au cœur des préoccupations de tous ces gens et qu'il faut peut-être arrêter d'en rajouter, d'aller vers la souveraineté, d'aller vers une vision de l'Union européenne, d'aller encore une fois vers l'euro, que des questions complexes que parfois les Français ne comprennent pas dans leur intégralité, et d'ailleurs moi non plus, pour ce qui est de l'euro sans doute. Est-ce que finalement il ne faut pas préférer un sujet concret, à savoir l'immigration, et arrêter de systématiquement compliquer le débat et embrouiller les Français?
Je crois que quand même, il faut une plateforme qui soit suffisamment large pour montrer la crédibilité du camp politique et pour montrer que les diverses sensibilités, mais aussi, je dirais, les diverses enjeux de la société ne se résument quand même pas uniquement à la question de l'immigration, mais qu'elles se tiennent. Comment ces 5 points ont-ils émergé ? Identité, autorité de l'État, souveraineté comme un moyen et non pas comme une fin, liberté des corps sociaux et puis conservation, je dirais, d'un tissu social et de tradition sociale en matière de mœurs et de bioéthique et de politique familiale. Comment sont-ils nés ces 5 points? Comment ont-ils émergé? Eh bien, ils ont émergé d'une part par, je dirais, un effort de cohérence philosophique ou doctrinale, si vous préférez, et d'autre part, en constatant que dans les enquêtes d'opinion, il y a une convergence du peuple de droite, et même sur certains points bien au-delà, je dirais, sur ces mesures-là, sur ces valeurs-là. Donc par conséquent, bien sûr que la question de l'immigration, et vous avez remarqué que dans la liste des 5 points, l'identité, la lutte contre l'immigration de peuplement, la défense de l'identité traditionnelle française était évidemment le premier point, mais à ce premier point, évidemment, s'en ajoutent d'autres, pour avoir une crédibilité et pour avoir comment dire, une cohérence qui soit politique et qui soit exprimable vis-à-vis des électeurs. Il est quand même important, par exemple, de défendre les libertés des corps sociaux, les familles, les entreprises, les collectivités territoriales, parce que c'est aussi la vie réelle du pays. Il n'y a pas que la question de l'identité, même si celle-là est sans aucun doute, pour des raisons démographiques, la plus prégnante. Merci beaucoup Guillaume Bernard, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme chaque semaine, de liker, commenter la vidéo et puis surtout abonnez-vous à la chaîne TV Liberté avec le bouton rouge pour ne rien rater de nos émissions. Bonne fin de semaine ensoleillée exceptionnellement, y compris à Paris, et à samedi prochain.